L'approvisionnement en pétrole, qui serait selon vous bloqué ou dominé par les États-Unis, tout d'un coup, dans un moment de télévision, où nous sort un texte apocryphe de président israélien. Et comme vous n'avez pas d'argument, vous dites que c'est obsessionnel, mais ce sont des faits. Il y a une confusion entre le marché pétrolier, qui lui est régi par les lois du marché, l'offre, la demande, etc., et que les Américains ne contrôlent pas. On voit des équilibres tellement absurdes sur le marché du pétrole qui peut basculer en quelques mois de 150 $ le baril à 45 $ le baril. Aujourd'hui, c'est un marché qui n'est absolument pas régulé. Et puis la question stratégique, qui est autre chose, qui n'est pas le contrôle du marché, qui est le contrôle de la sécurité des voies d'approvisionnement. Et là, les Américains jouent le rôle essentiel pour eux d'abord, bien évidemment, mais aussi pour le reste du monde. Ils sont une police d'assurance pour l'ensemble du monde, et en même temps, ça leur donne un instrument de puissance par rapport au reste du monde. Mais ce n'est pas la domination du pétrole, c'est la question de la sécurité. C'est autre chose. Cette sécurité, elle n'existe du point de vue effectif qu'en cas de guerre. En cas de paix, nous sommes dans le marché. Ou au cas où il n'y aurait plus assez de pétrole pour tous ceux qui en veulent au même moment. Non, parce qu'il faut que le marché cesse d'exister. Et là, on est dans autre chose. On n'est pas dans la situation des années 30 où le marché a cessé d'exister. Aujourd'hui, le pétrole, c'est un prix qui est fixé sur le marché de Rotterdam, sur le marché de Londres, etc., et pas par un stratège au Patagone. Pour faire avancer le débat, je voudrais vous soumettre les nominations qu'a déjà faites Barack Obama. On sait qu'Hillary Clinton sera aux affaires étrangères, que Robert Gates est maintenu à la défense. Il était déjà le secrétaire d'État à la défense de George Bush, et c'est lui qui a coiffé l'invasion de l'Irak. On sait que James Jones sera son futur conseiller à la sécurité nationale. Il a commandé l'OTAN, et il est un proche de McCain. Et on sait que c'est Daniel Kurtzer qui a été nommé envoyé spécial au Proche-Orient. Il a été nommé ambassadeur des États-Unis en Israël par George Bush. Avant cela, il avait été nommé ambassadeur en Égypte par Bill Clinton. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'il avait protesté contre les colonies. On sait aussi qu'il est contre le mur de séparation. Et il a dit aujourd'hui que le statut de Jérusalem doit être discuté avec les Palestiniens, ce que l'actuel gouvernement israélien refuse. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, toutes ces nominations, Robert Baer? Ça, c'est de bonnes nouvelles. Tous les gens-là, Jones, Kurtzer, Hillary Clinton, ils sont très compétents. Oui, mais ils ne sont pas idéologues. Idéologues, je m'excuse. Donc ils peuvent changer d'avis, vous voulez dire? Changer d'avis avec Obama. Ouais. Beaucoup de loyauté. Et ils sont acceptés à Tel Aviv. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas cité Robert Gates? Ancien collègue à moi, un ami à moi. Il est très bien. Il n'est pas un conservateur. Donc vous pensez que tous ces gens-là... Je suis très content. Tous ces gens-là pourraient éventuellement discuter avec les Iraniens et peut-être même ensuite s'entendre avec eux. C'est certain. C'est bon. Surtout Robert Gates, parce qu'il était déjà dans l'Iran Gate. Donc il a déjà discuté avec les Iraniens. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est de toute façon, le changement de la politique américaine, il a déjà eu lieu. Sous la dernière année de George Bush, la négociation sur le conflit israélo-arabe a repris avec Annapolis. La décision de retrait d'Irak a été faite. L'accord a été signé sous George Bush pour 2011. N'attaque pas l'Iran. La volonté de mettre le paquet sur l'Afghanistan, qui était annoncée dans le programme électoral d'Obama, elle a déjà été lancée. C'est-à-dire que l'ensemble des changements qu'on attendait d'Obama, en fait, ont déjà été pris ces 6 et 12 derniers mois. Ce qu'on peut attendre de la politique américaine, la nouvelle administration, c'est qu'elle accentue les changements qui ont déjà été pris depuis un an. Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, puisque vous avez tous l'air de dire qu'il faut d'abord régler ça avant que quoi que ce soit puisse arriver, dans quelle direction vont les États-Unis et dans quelle direction devraient-ils aller? Alors,
Frédéric Ancel ? D'abord, tout à fait d'accord sur la compétence et la pondération des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. D'ailleurs, ça révèle bien que Obama suit la théorie de Max Weber, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. On est passé d'une éthique ou d'un discours il y a encore 1 an, 2 ans, qui était relativement, qui n'était pas gauchiste, enfin qui était... Donc il faudrait couper court à ces passions en créant une Palestine acceptable pour les Palestiniens et en imposant en effet 2 États pour deux pays. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette... Michel Colomb ? Certainement. Oui, certainement. Mais j'aimerais réagir à la question que vous avez posée. Est-ce que les choses vont changer avec Obama? Je pense qu'il faut être nuancé et qu'il y a un aspect positif. Moi, je reçois énormément de questions sur mon site internet. Obama suscite beaucoup d'espoir. Et l'aspect positif, je pense, c'est que ça n'est pas du tout sans valeur qu'aux États-Unis, avec toute leur histoire raciste, un noir ait été élu à la présidence. C'est une avancée, c'est important. Aussi positif, Obama a été élu parce qu'il a proposé un changement. Il est apparu, en tout cas, comme refusant Bush et le militarisme et la guerre et tout ça. Donc ça, je trouve extrêmement positif. Le problème, c'est que avant que les gens votent pour Obama, Wall Street avait voté pour Obama. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, les multinationales mettent de l'argent sur les candidats régulièrement. Pour être élu président des États-Unis, il faut recevoir des centaines de millions de dollars. La campagne électorale coûte horriblement cher. Ce n'est pas vraiment démocratique d'ailleurs comme système politique. Et il faut se demander à qui les multinationales ont donné le plus d'argent. Pas à McCain, pas à Clinton, à Obama. Donc le problème, c'est que les gens maintenant, avec la crise, ils ont voté Obama pour qu'on les sauve des banques. Le problème, c'est que les banques aussi ont voté Obama. Alors je pense que dans la question israélienne, vous avez raison de dire qu'Obama a raconté toute une série de choses pendant sa campagne électorale pour se faire élire, que maintenant il dit le contraire. Et là, il va falloir tester. Obama a choisi comme vice-président un sioniste acharné, comme secrétaire général de la Maison-Blanche également un sioniste acharné. Il a dit que Jérusalem, ça devait être la capitale d'Israël. Or, Jérusalem est une capitale volée. Il a proposé de donner 30 milliards de dollars d'aide militaire en plus à Israël. Je voudrais simplement dire à Obama, il y a 40 millions de gens sous le seuil de pauvreté aux États-Unis. Est-ce que ces milliards de dollars ne seraient pas mieux utilisés là? Il y a un énorme problème social aux États-Unis et je pense que malheureusement, d'abord le problème c'est que le pouvoir n'est pas à la Maison-Blanche. Le pouvoir, il est dans les multinationales qui décident cette stratégie et qui décident qui sera président. Et je crois sincèrement qu'on va avoir... Ils ont maintenant, comme je l'ai dit au début et comme M. Baird l'a souligné, ils ont un grand problème. C'est que la méthode Bush, on passe en force, on fait la guerre à tout le monde, ça a échoué. Ça n'a provoqué que de plus en plus d'indignation, de résistance dans le monde. En plus, les États-Unis sont une puissance économiquement en faillite. Il y a eu la crise immobilière, s'annonce la crise des cartes de crédit. Donc, il va y avoir des... En fait, c'est une économie en faillite. Comment voulez-vous continuer à faire la guerre partout dans le monde quand vous n'avez pas une économie qui peut la payer? Donc, maintenant, ils sont vraiment dans un désarroi à hésiter entre les tactiques on va jusqu'au bout, on fait la guerre à fond et en avant, ou des tactiques plus intelligentes, comme on a entendu cette version-là, pour essayer de maintenir la domination des États-Unis sur le monde. Moi, je voudrais simplement dire, les États-Unis n'ont pas à dominer le monde. Il ne faut pas se poser la question quelle est la meilleure manière de rester les maîtres du monde. Le monde, simplement, il est en train d'évoluer. Il n'est plus unipolaire avec une grande puissance. Il est multipolaire. La Chine monte en puissance. La Russie a cessé de se mettre à genoux devant les États-Unis. Le Brésil, l'Inde, etc. sont aussi des puissances qui essayent de monter. L'Amérique latine essaye de se libérer. Ça, c'est un monde multipolaire. Je ne dis pas que c'est un miracle. La question riche-pauvre va rester là-dedans. Il restera plein de problèmes. Mais à mon avis, c'est mieux pour résoudre les problèmes du monde qu'il n'y ait plus un gendarme du monde qui, chaque fois qu'il y a un pays qui veut mener une politique indépendante, vit.